Conviction. Vous êtes bien sur le plateau de Conviction. Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, une fois de plus, vous propose d'aller à la rencontre d'un homme et d'une femme. Nous allons aujourd'hui faire connaissance avec une femme d'exception. Elle s'appelle Malika Hamidi. Elle est docteure en sociologie, mais également la directrice générale du European Muslim Network Belgium. Malika Hamidi, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Mais tout le plaisir est pour nous. Radio Mboté accueille les femmes de valeur et d'exception. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant, vous êtes docteur en sociologie, vous présidez, ou plutôt vous êtes directrice générale, il faut être prudent à ce niveau-là, vous êtes directrice générale de European Muslim Network Belgium, on y reviendra, mais on va faire connaissance. Alors, parlez-nous un peu de votre jeunesse. Voilà, alors moi je suis née d'abord en région parisienne, je viens d'un milieu plutôt populaire, j'ai grandi dans une famille de parents d'origine algérienne, nous étions 5 enfants et donc écoutez, j'ai eu une enfance heureuse donc dans cette banlieue. Alors pour le coup, on n'était pas dans une banlieue, on était dans un petit village, ce qui nous a permis quand même de grandir aussi dans la nature et donc peut-être aussi d'être préservé justement de tous les problèmes sociaux, de repli identitaire, etc. que l'on peut, dont on parle souvent des jeunes des quartiers. Donc voilà. Puis écoutez, j'ai étudié à l'université, j'ai fait une licence d'anglais, puis je suis allée faire un diplôme d'état d'assistante de service social puisque tout à coup j'ai eu un intérêt soudain pour les problèmes sociaux, un intérêt pour étudier les mécanismes des discriminations, de la pauvreté. Et précisément, est-ce qu'à l'époque où vous étiez en famille avec vos parents, est-ce que ce problème se posait déjà avec acuité? Est-ce qu'on était déjà dans une sorte de clivage au sein de la société française entre une immigration que l'on ne pouvait pas contrôler et les attentes de ces mêmes personnes issues de l'immigration par rapport à toute une série de problématiques? Tout à fait. Donc un papa qui est venu d'Algérie, qui était ouvrier, qui s'est battu, qui a travaillé dur pour que nous puissions ne manquer de rien. Donc oui, on le vivait très fort. Et puis le village dans lequel on vivait, nous étions la seule famille d'Algériens. Donc je me souviens qu'on nous faisait fortement ressentir qu'on était les seuls Arabes de la ville. Malgré c'était pas méchant, mais bon, c'était le début des années 80. Donc il n'y avait pas encore ce racisme latent que nous vivons aujourd'hui, mais bon, on était quand même la seule famille d'Algériens, donc on était parfois pointé du doigt, mais ce n'était pas encore ce racisme violent dont on parlait dimanche dernier. Ça restait encore gentil si on doit faire la comparaison par rapport à aujourd'hui. En tout cas, vous observez ce qui se passe autour de vous. Pendant vos études, vous forgez une conviction. Tout à fait. Je me forge une conviction. Donc, je fais partie de cette génération. Nous étions les premières à arriver à l'université. Nous étions les premières à avoir notre baccalauréat et à pouvoir intégrer le système universitaire supérieur. Donc là, je sentais aussi de la frustration. Il fallait résister pendant les études. Ça, on l'a senti fort. Nous étions, je me souviens, dans des classes de 200, 300 élèves. On était une ou deux maghrébines, donc il a fallu faire ses preuves, peut-être plus que les autres. Et donc moi j'avais commencé ces études en anglais parce que j'avais déjà à ce moment-là compris que avoir une deuxième langue, être bilingue en anglais était quelque chose d'important justement pour comprendre le monde. La mondialisation, on commençait à parler de la mondialisation. Donc pour moi il était très important de maîtriser parfaitement une deuxième langue. Et puis à un moment donné, rupture, je réalise justement cette misère sociale et là je veux aller au plus proche de la population et je me dis tiens, je vais passer le concours d'assistante Alors sociale. Précisément, votre rapport à la religion à ce moment-là, il vient à ce moment-là justement. Est-ce qu'à l'époque vous avez porté déjà le voile, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui vous a incité à l'arborer, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Écoutez, des questions existentielles, je pense. C'est à ce moment-là, justement, que j'ai pu découvrir, rencontrer justement des musulmans, puisque dans mon petit village, bien des musulmans pratiquants, il n'y en avait pas, mis à part nos parents, évidemment, qui pratiquaient. Puis j'ai commencé à rencontrer des jeunes musulmans, et alors là, des questions se sont posées. Ah tiens, finalement, il est possible d'être une musulmane, et puis d'étudier, d'être visible dans la société. Donc c'était des réconciliations
questions qui s'opéraient, et puis des questions existentielles aussi qui se sont posées à un moment donné, la vie, pourquoi la vie, le sens de la vie, le sens de la mort. Et il y avait une petite mosquée à côté de l'université dans laquelle je faisais ma licence d'anglais. Et là, j'ai commencé à aller de plus en plus à la mosquée et à avoir un rapport pleinement apaisé vis-à-vis du divin. Et puis, j'ai décidé vraiment d'approfondir ma spiritualité. Puis là, il y a effectivement eu le début d'un militantisme. Donc là, j'ai commencé à aller... D'abord, j'ai rencontré des personnes qui font sens dans ma vie, comme Fouadi Marraine, le professeur Tariq Ramadan, qui ont été des personnes que j'ai rencontrées au cours de mon parcours, de ce parcours spirituel et intellectuel. Ce sont des personnes, puis mon époux évidemment, qui a eu un rôle central aussi, justement dans ce rapport de la religiosité au féminin, dans une société sécularisée où tout nous pousserait justement tout pousse la femme musulmane justement à rester en marge de la société. Donc j'ai eu cette chance d'être accompagnée pour le coup par de grands hommes qui m'ont poussée vraiment, qui m'ont encouragée à ne jamais baisser les bras. Et puis surtout à intellectuellement m'investir, parce que on rentrait dans les premiers débats intellectuels, dans les débats d'idées, dans des débats philosophiques. Est-ce qu'à l'époque déjà, est-ce qu'il est déjà question au fond d'une interprétation de l'islam? Est-ce que le débat était aussi vif qu'aujourd'hui? Oui, on était dans les premières. Où se situait la ligne de fracture? Alors, on était dans les premières à l'époque. Je me souviens, j'ai commencé à m'investir dans le réseau Présence musulmane, qui était un réseau qui avait été initié par des musulmans avec le professeur Tariq Ramadan. Et l'idée, c'était de promouvoir un islam européen. Nous sommes musulmans en Europe et nous ne retournerons pas au pays. Donc il va bien falloir construire cet islam européen. Donc on en était justement dans les débuts de tous les débats autour de la citoyenneté. On parlait de citoyenneté active, comment être citoyen et musulman. Alors c'était un débat, c'était les prémices d'un débat qui allait déranger des années plus tard. Puisque là justement nous sommes dans les crises de ce débat, puisque nous dérangeons. À l'époque nous étions vraiment en train de se poser des questions, de débattre, y compris entre musulmans engagés. Et alors la question de la femme est venue seulement après, parce que d'abord il a fallu clarifier tout cela. Donc on a pu vraiment faire un travail intellectuel assez important, mais un travail intellectuel allié à un travail politique. Parce que la question de l'islam reste une question aussi politique dans une société comme la France. Précisément, quand Nicolas Sarkozy propose la création du Conseil français du culte musulman, tout à fait. Bon, d'abord, comment vous l'accueillez, cette proposition? Comment les gens réagissent? Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de débats, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait ce paternalisme latent qui planait sur l'islam de France. Donc, encore une fois, c'était un islam pensé, sous contrôle, peut-être, un islam sous contrôle, un islam pensé par en haut, parfois même par les pays étrangers, et nous voulions un islam que nous avions pensé, nous, musulmans de France, musulmans français, à partir de nos réalités de quartier. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, au fond, d'avoir cette pratique, ce rapport à la religion, avec ce qui se passe autour de nous, finalement? Tout à fait. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, évidemment, ce n'est pas facile, puisque le contexte politique international chargé à l'endroit de l'islam est réellement problématique pour nous. Lorsqu'aujourd'hui nous prenons la parole, comme j'expliquais dimanche, c'est que lorsque nous prenons la parole et que nous nous mobilisons sur des causes, c'est jamais bien vu, parce que tout à coup on aurait un agenda caché. Quand on se tait, on nous dit il ne parle pas, il ne s'exprime pas, et puis quand on le fait, on nous dit c'est pas normal qu'il s'exprime. Donc c'est vraiment pas évident. Et puis surtout quand on est une femme, parce que quand on est une femme, on vous accuse même d'être complice de votre soumission. Donc là c'est encore un autre débat, mais en tout cas cet islam à l'époque où moi je vivais en France, je n'étais pas encore en Belgique, c'était un islam qui n'a pas été facile. D'abord en intracommunautaire, il y avait des débats entre musulmans, et puis dans la société civile, il avait vraiment voulu faire sa place et arracher ses droits. On était dans le rapport de force, et on est toujours dans un rapport de force qui devient même de plus en plus frontal. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de musulmans aussi visibles, engagés en politique, qui osaient s'afficher, s'affirmer dans la sphère publique. Alors qu'aujourd'hui, il y avait véritablement des mouvements qui émergent de tous les côtés, partout en Europe, de musulmans engagés. Je veux dire, aujourd'hui, on répond même aux questions liées à l'islam par le rap, par la mode, par l'humour. Donc là, vraiment, on est passé encore à une autre étape. Nous, on a connu vraiment les premières années les plus difficiles, les années 90. Votre sujet de thèse, c'est
le féminisme islamique. Tout à fait. Avant d'en arriver à l'explication de gravure, si je puis m'exprimer ainsi, Oui. Au fond, la place de la femme dans l'islam, à ce moment-là et aujourd'hui, de votre point de vue, est-ce qu'elle a évolué à l'aune de ce qui nous arrive en ce moment? Et puis surtout, pourquoi avoir souhaité faire ce travail sur le féminisme islamique? Oui. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Voilà. Alors, effectivement, moi, si aujourd'hui je me considère comme une femme de foi, avant tout une femme de foi, vraiment, j'essaie véritablement d'agir et d'interagir avec mes concitoyens en étant vraiment animée par cette foi, parce que je considère que cela fait partie, autant que les 5 prières par jour et que toutes les autres pratiques, comme un impératif de ma religion. Donc c'est être là, c'est être visible, et puis c'est surtout revenir à l'héritage du patrimoine, de tout ce que les femmes musulmanes ont apporté, d'abord du vivant du prophète, et puis ensuite, après la mort du prophète, que la paix soit sur lui. Donc il y a énormément d'ouvrages sur la question de la femme musulmane. On pourrait dire et répéter que Dieu a donné un arsenal de droits à la femme musulmane à une époque où la femme vivait dans l'assombrissement le plus total. Mais tout cela, il faut le dire, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a beaucoup de choses qui restent à l'état de la théorie. Parce qu'en tant que musulmane, je ne peux pas ne pas reconnaître que dans certains pays musulmans, la femme est victime de discriminations qui sont même contraires à l'islam, et qu'elles sont victimes de discriminations au nom du religieux. Et je ne peux pas ne pas le dire, ce serait me mentir à moi-même. Et c'est là justement qu'intervient toute cette question du féminisme musulman, où des femmes de foi, croyantes, considèrent que véritablement le Coran, les sources scripturaires sont porteurs d'un message émancipateur, mais que c'est aux femmes de s'approprier ce message, c'est aux femmes d'aller à la rencontre des versets qui les concernent, de les analyser et de les interpréter avec cette subjectivité féminine. Pourquoi? Parce que les femmes ont été mises au banc. À un moment donné, les femmes ont été mises au banc des sphères religieuses, donc elles ont été évacuées, alors que du vivant du prophète et même après, nous avons de grandes femmes savantes. Nous avons une intellectuelle, Zainab El-Razali, qui a fait une interprétation du Coran, c'est une femme égyptienne. Ce sont souvent des travaux qui ont été marginalisés. Là, je parle de la période contemporaine, mais après le message de l'islam, il y a énormément de femmes qui ont contribué à l'âge d'or de l'islam, et il faut le dire, les femmes étaient philosophes, les femmes étaient poètes, les femmes étaient juristes. Mais qu'est-ce qui a bien pu changer, au fond, dans l'esprit des tenants de l'islam d'aujourd'hui pour que la femme soit à ce point marginalisée? Oui. C'est une première chose. Oui. Et la deuxième chose, est-ce que finalement, ce que vous dites, ce que vous proposez, cette manière de pouvoir se réapproprier le Coran, de pouvoir l'expliquer, etc., est-ce que c'est toléré aujourd'hui dans une société islamique de plus en plus machiste, c'est le moins que l'on puisse dire, et qui, il est vrai, dans certains cas, est plutôt vers l'obscurantisme? Alors, il y a deux choses. Les femmes musulmanes sont autant marginalisées dans les sociétés musulmanes qu'en Europe. Et c'est encore plus grave en Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe est censée faire la promotion des droits de l'homme. On ne cesse de nous répéter que nous sommes dans une démocratie. Et pourtant, aujourd'hui, une femme, parce qu'elle porte le foulard, est malheureusement destinée à rester à la maison. N'est-ce pas une atteinte à sa propre dignité? N'est-ce pas une atteinte à la dignité humaine? Aujourd'hui, vous avez des femmes musulmanes qui sont archi-diplômées, qui sont docteurs et qu'on renvoie à la maison parce qu'elles n'auront jamais de job, parce qu'elles portent un foulard. Qui les renvoie à la maison? C'est la société ou ce sont ce sont les lois, la communauté? Non, ce sont les lois aujourd'hui qui sont votées. Là, je faisais référence en l'occurrence à la loi de 2004 qui interdit le foulard à l'école. Et là, je vais faire référence à un événement encore plus récent où l'université de Créteil vient, il y a quelques jours, interdire le port du foulard à une étudiante à l'université. Donc on est en train d'arriver à des... Voilà. Donc là, on est véritablement, je veux dire, on est engagé dans une véritable chasse aux sorcières. Donc la femme musulmane, elle est de la même manière discriminée dans les sociétés musulmanes, il faut le dire, et elles se prennent en charge. Et c'est là justement où ce mouvement féministe musulman fait sens, c'est que à partir d'un argumentaire religieux, à partir des sources scripturaires, les femmes viennent avec ces outils-là pour dire, eh bien non, au nom du Coran, je viens réclamer une égalité entre les sexes.
Voilà, ce sont des justificatifs qui ne peuvent pas être remis en question puisque c'est au nom du religieux que l'on discrimine et c'est au nom du religieux que l'on arrive avec des arguments pour les sortir de cette discrimination. Mais pour ce qui concerne en tout cas le mouvement des féministes musulmanes, et là où je me suis moi, en tout cas la génération des musulmanes féministes qui m'ont intéressée dans le cadre de ma recherche, ce sont justement toutes les stratégies qu'elles utilisent ici en Europe francophone. Il est vrai qu'il y a un travail en intracommunautaire au sein de la communauté musulmane, c'est-à-dire vraiment dépasser les pratiques culturelles. Il y a énormément de pratiques culturelles, donc il faut les dépasser de l'intérieur et c'est aux femmes musulmanes de le faire. Ce n'est pas la société civile peut s'intéresser à la question. Hier matin, il y a eu une conférence pour lutter contre les mariages forcés. Quand vous écoutez les orateurs, eh bien on est en train de criminaliser la pratique. Donc on vient à coup de lois sécuritaires parce qu'on n'a pas de réponse à apporter. Donc on criminalise la question. Alors que les femmes musulmanes auraient tellement à apporter sur ces questions-là, en associant les forces. Mais on nous met de côté. Bien, cela étant dit, au sein de la société civile, il y a aussi toutes ces discriminations, discrimination au logement, à la santé, à l'éducation. Je veux dire, aujourd'hui, des femmes dans des hôpitaux ne peuvent pas être auscultées parce qu'il y a des hommes qui refusent qu'elles se présentent avec un foulard. Pour le coup, comment est-ce que vous interprétez, comment est-ce que vous accueillez certaines initiatives qui empêchent justement la femme musulmane, aussi émancipée soit-elle, tout à fait, de se faire examiner par un médecin homme ou bien qu'il faille imposer certains horaires dans les piscines pour permettre... Voilà, comment est-ce que vous interprétez tout ça? Alors, ce qui se passe, c'est que dans la communauté musulmane, vous avez des femmes et pas seulement des femmes musulmanes. Quand on prend la question des piscines, pourquoi lorsqu'une association de femmes juives, je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant, ou même pas juives, ou d'autres femmes, d'autres confessions ou pas, souhaitent être entre femmes, ça n'est pas une demande qui émane des femmes musulmanes. Je suis moi-même dans une salle de sport pour femmes, et je peux vous assurer que la moitié des sportifs sont des non-musulmanes. Donc c'est qu'après, c'est une question de pudeur. Ce sont des femmes qui n'ont pas envie d'être embêtées. Mais lorsque les femmes musulmanes, elles, demandent des horaires de femmes pour respecter les principes éthiques de l'islam, eh bien, cela fait un débat. Donc, moi, c'est ça ma question. C'est du deux poids, deux mesures dans la demande, dans le traitement des demandes en fonction des communautés de foi. On ne peut pas non plus lier le fait qu'il y ait une pression en interne au sein de la communauté. Il n'y a pas de pression, ce sont des femmes. Moi, si je fais le choix aujourd'hui d'aller dans une salle de femmes, d'aller dans une salle de sport pour femmes, c'est parce que j'en ai la possibilité, puis que j'ai le sentiment que je serai tranquille, et puis que je pourrais être à l'aise. C'est un endroit où je pourrais me dévoiler, que je pourrais être beaucoup plus à l'aise pour faire du sport, parce que je tiens à respecter les principes éthiques. Mais la société française, la société belge, si elle est en cohérence avec les principes qu'elle est censée défendre, elle devrait accepter ça. Aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est que c'est l'identité de l'Europe qui est questionnée par cette visibilité accrue, cette visibilité, ces femmes, puisque pour le coup, ce sont les femmes voilées qui sont les plus visibles, et c'est ça aujourd'hui qui questionne le citoyen belge, français, européen. Et à nous aussi, évidemment, à nous aussi d'aller vers les citoyens et de les rassurer. Alors précisément, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous êtes la directrice générale de European Muslim Network Belgium. Parlez-nous un peu de cette structure, quand a-t-elle été créée, quels sont ses objectifs? Alors, European Muslim Network est d'abord un groupe de réflexion, c'est un think tank qui est basé à Bruxelles. Alors, nous avons un président, le professeur Tariq Ramadan, qui a été élu président parce qu'il représente une vision, une pensée sur laquelle beaucoup de musulmans ont été inspirés, parce qu'il a mis des mots sur parfois un mal-être, sur une manière de vivre l'islam. Et donc, ce groupe de réflexion est d'abord né de manière très informelle en 1999, en 2000. Donc, c'était des musulmans qui venaient de toute l'Europe, France, Belgique, Espagne, Autriche, Angleterre, Russie, Bosnie, donc toute l'Europe. Nous avons, je crois, plus de 25 pays, plus de 35 ans. Au départ, c'était un groupe de réflexion qui se réunissait de manière informelle. Et puis, en 2004, nous avons décidé, là, pour le coup, de demander une reconnaissance. Et donc, nous avons obtenu le statut d'association internationale sans but lucratif. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence qui était d'agir et d'interagir avec les institutions européennes en tant qu'interlocuteur sur les questions liées à l'islam. Parce que l'Union européenne était en manque d'interlocuteurs sur ces questions-là. Et parce que nous étions surtout, et nous sommes toujours, des experts de terrain qui avons une expérience en moyenne entre 18
et j'ai envie de dire 40 ans d'expérience. Nos membres, le plus jeune, je crois, a la trentaine, et le plus âgé a maintenant 74 ans. Notre membre EMN Portugal, que je salue au passage, et qui est dans cette dynamique depuis le début. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, il faut faire aussi un stop. Il y a énormément d'activisme, énormément d'associations musulmanes qui travaillent d'un point de vue action, mobilisation, mais il fallait des moments, des espaces de dialogue et de réflexion entre nous. Donc c'est cela, nous nous réunissons 2 fois par an, nous partageons une vision, nous partageons des principes, et nous interagissons avec l'Union européenne lorsqu'il y a des conférences. Hier, il y avait justement avec le président du Parlement européen une rencontre autour du rôle du dialogue interreligieux et de la radicalisation, puisque comme vous le savez, on est parti pour 10-15 ans de débat sur cette question. Donc EMN était invité en tant qu'interlocuteur potentiel. Et puis nous avons un impératif aussi qui est celui de garder un pied avec le terrain. Parce que nous avons besoin du terrain, et donc cette conférence du 3 avril, c'est aussi cela. C'est-à-dire que nous avons véritablement besoin d'écouter le public. Pour que nous puissions aussi nous nourrir des préoccupations du terrain, des demandes, des questionnements, pour que nous puissions justement élaborer une pensée, en tout cas essayer de répondre à des questions qui se posent dans l'urgence aujourd'hui. Alors, parmi les questions qui se posent justement, comment faire à votre niveau pour essayer de dissiper ce malentendu qui naît souvent d'événements qui ont marqué l'actualité. Tout le monde a évidemment en mémoire ce qui s'est passé à Paris le 7 janvier, le 8 et le 9, avec Charlie. Comment avez-vous vécu, au fond, cette médiatisation et parfois, d'une certaine manière, cette instrumentalisation, n'ayons pas peur des mots, mais aussi, au fond, ce soupçon latent, parfois, qui stigmatise une communauté. Comment vous avez vécu tout cela? Mais effectivement, lorsque les attentats ont eu lieu, la première réaction, et là je parle des communautés musulmanes d'Europe, a été effectivement la condamnation à travers la diffusion en masse de communiqués de presse. Moi je me souviens, lorsque les attentats ont eu lieu vers 11h midi, je ne me souviens plus exactement, 2 heures après, je recevais mais vraiment une vague de communiqués de presse où la communauté musulmane dénonçait en masse en disant ce n'est pas l'islam, ça ne ressemble pas, ce n'est pas la beauté du message de l'islam qui est censé parler de paix. Donc il y a une condamnation unanime. On a vraiment l'impression que ça n'a pas été suffisant, visiblement. Mais oui, mais pourquoi? Parce que les médias n'ont pas relayé. Les médias, alors on a été relayés par les médias alternatifs, mais les médias mainstream, lorsque nous condamnions, ce qu'on nous posait comme question, c'est êtes-vous Charlie ou n'êtes-vous pas Charlie? Alors qu'on n'en était pas là. Nous, ce que l'on souhaitait mettre d'abord en lumière, c'était le fait que il fallait condamner, parce que il y a aujourd'hui une pensée, une idéologie au sein de l'islam, des courants qui sont effectivement fascisants, et il faut absolument le dénoncer. C'est paradoxal de voir quand même que ce sont ces courants-là qui font le plus de bruit, oui, tout à fait, qui sont donc entendus. Encore une fois, on est en plein dans le rôle des médias, mais parce que les médias, ça rapporte plus à un journaliste aujourd'hui de mettre en lumière ce genre d'actes barbares et abominables que de mettre en lumière des dynamiques de musulmans qui sont en train de construire le vivre ensemble au quotidien, qui sont en train de lutter difficilement du local à l'international pour développer des espaces de dialogue, justement pour aller vers cet islam qui soit finalement le véritable essence de l'islam. Donc les médias ont un rôle prépondérant. Je reprends toujours cet exemple de cette campagne de mariage forcé que nous avions organisée et qui n'a intéressé que les médias alternatifs. Nous avions invité les médias mainstream, ils ne sont pas venus. Donc lorsque nous sommes dans la contribution positive, lorsque nous sommes dans la construction positive, bien les médias ne répondent pas. Par contre, lorsqu'il y a un attentat, notre téléphone explose lorsqu'il y a un attentat ou lorsqu'il y a des événements qui jouent contre l'islam. Donc là aussi, c'est quand même problématique. On met en lumière ce qui fait vendre, et les journalistes aussi, et certains journalistes, pas tous, sont malhonnêtes. Alors on arrive au terme de notre entretien, on pourrait continuer parce que c'est tellement intéressant, mais dites-nous, par exemple, les projets que vous nourrissez pour les prochains mois, pour les prochaines années, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous allez continuer ce travail de maillage, au fond, qui consiste à pouvoir expliquer dans différents cercles ce que vous faites? Tout à fait. Et puis surtout,
au fond, à quoi pourrons-nous nous attendre pour les prochaines années par rapport à votre structure? Alors, je pense que les années qui s'annoncent vont être difficiles, mais nous restons, je crois, positifs parce que pour une militante comme moi, bon, maintenant ça fait entre 17 et 18 ans, mais il y a mes grandes sœurs et mes grands frères qui ont déjà fait tout un travail. Nous voyons aujourd'hui les prémices, les résultats de tous ces sacrifices, de toutes ces rencontres qu'on a pu avoir, parfois même avec des intellectuels qui au départ ne comprenaient pas et puis qui aujourd'hui sont avec nous parce que au nom de la dignité, au nom du respect de la dignité humaine, ils sont à nos côtés. Je pourrais en citer énormément. Donc ça, c'est déjà gagné. On a réussi à établir des liens de confiance. Au niveau européen, on a réussi aussi à établir des liens de confiance avec des eurodéputés, avec notamment le président du Parlement européen qui, à chaque fois, lorsqu'il y a des débats relatifs à la question de l'islam, que ce soit des projets de loi sur le foulard, la question de la radicalisation du djihadisme, on nous invite. Donc pour nous, déjà, ça, c'est un pas en avant, c'est une avancée de voir que on nous écoute. Il y a 15 ans, c'était un petit peu plus difficile. Par rapport à European Muslim Network, là, nous continuons notre travail de réflexion. Pour le coup, là, nous sommes en train de plancher sur les questions de radicalisation, mais pas de la manière dont aujourd'hui on l'aborde. C'est-à-dire d'abord, c'est de clarifier les concepts. Djihadisme, salafisme, radicalisation. On utilise ces concepts à tort et à travers aujourd'hui. On utilise ces concepts vraiment parfois de manière... on met un contenu qui ne correspond pas à la réalité. Donc, un travail de clarification des concepts, un travail intellectuel et puis un travail de terrain. Donc nous, de l'intérieur, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et notamment, cette rencontre du 3 avril, l'après-midi, pour le coup, avec l'association INEA, c'est de mettre en lien alors, j'ai vu la liste tout à l'heure des personnes qui seront présentes. Donc ce seront des éducateurs, des responsables de centres pénitentiaires, des professeurs d'université, des éducateurs, des jeunes des quartiers, des mamans de jeunes qui ont des enfants qui sont partis, qui sont même décédés en Syrie. Donc de mettre en interaction les membres de MN avec des intellectuels et ce public-là. Donc beaucoup de séminaires pour faire connaissance, pour mettre les choses à plat, qu'on se dise les choses. Nous faisons ça depuis des années sur deux fronts. Alors au niveau européen, c'est ce que je fais dans le cadre de European Muslim Network, mais je travaille aussi beaucoup sur la question de la femme, puisque la question de la femme en islam est j'ai envie de dire, un des dossiers sur lesquels on instrumentalise politiquement la question d'islam finalement, parce que c'est en fonction de la libération de la femme musulmane que l'on parle en bien ou en mal de l'islam. Donc la question de la femme, bien moi je continue en tout cas ce travail du terrain, donc du local à l'international. Encore une fois, pour moi, c'est central. C'est-à-dire, malgré cette thèse que j'ai pu obtenir, le travail de terrain, il est central. Je continuerai d'aller dans les maisons de quartier, d'aller dans les mosquées, de la même manière que je continuerai à faire ce travail au niveau académique, de diffuser cette pensée féminine. Pour moi, je ne veux pas qu'il y ait on le dit souvent, la question du féminisme musulman, c'est une question élitiste. Oui, c'est vrai, parce que souvent, cette question-là n'est débattue qu'au sein d'une élite. Donc pour moi, l'idée c'est vraiment de vulgariser tout ce travail de clarification, en tout cas tout ce travail de question des femmes en islam, de faire redescendre ça sur le terrain. J'ai fait depuis des années des séminaires de formation auprès des femmes musulmanes, auprès des femmes des quartiers. Donc je suis toujours motivée pour continuer ce travail avec les femmes des quartiers, comme avec les députés, les fonctionnaires internationaux et le monde académique. Pour moi, c'est un travail, j'essaierai de me mêler. C'est sur ce message d'espoir que nous allons mettre un terme à notre entretien. Merci. Vous êtes la bienvenue sur Radio Beauté. On vous souhaite bon vent, merci bien évidemment, et nous aurons à cœur évidemment de vous recevoir à l'occasion dans une autre de nos émissions. Merci infiniment, Malika Hamidi. Merci.